professionnel qui s'est fait dans le domaine de la culture, mais plutôt du côté patrimoine culturel, musée, métier d'art, art contemporain également. Je suis arrivée, alors en parallèle de ce parcours professionnel qui m'a fait vivre, j'ai un parcours bénévole, donc complètement gratuit, dans la photographie. Voilà. Il y a 30 ans, j'ai créé avec des amis, j'ai fait partie du groupe d'amis qui a créé l'association Pour l'instant à Niort, qui a mis en place les rencontres de la jeune photographie internationale. Alors peut-être que là, ça résonne déjà un petit peu mieux pour certains d'entre vous. En 2013, on a ouvert la Villa Perrochon, Centre d'art contemporain photographique, et j'ai présidé l'association pendant 25 ans. J'ai lâché la présidence il y a 5 ans pour pouvoir me consacrer un peu plus à mon travail d'écriture. Mais donc, je côtoie les photographes depuis 30 ans et il y a un moment où cette question d'écrire la vie des photographes est venue à moi un peu, pas par hasard, mais vraiment, je me rendais compte en discutant, en parlant avec les photographes, qu'ils avaient vraiment pratiquement tous et toutes des parcours singuliers. Et qu'en connaissant mieux leur parcours, moi en tout cas, je recevais mieux leurs œuvres. Et voilà, donc c'est venu de là. Donc je suis autrice, je suis biographe, je fais des biographies de photographes, je vous signale au passage qu'en 2021, toujours chez Leco, j'ai publié la biographie de Jacqueline Salmon. Je le cite parce que ça a un lien avec notre histoire par la suite. Et puis j'écris des récits d'engagement citoyen. Celui-ci, donc, sur les femmes photographes, est le deuxième. J'en ai écrit un premier qui est en recherche d'éditeur actuellement. Alors, ce petit livre, il est petit mais il est conséquent. De quoi parle-t-il ? Eh bien, il parle de tout ce qui a été mené, fait et impulsé ces 10 dernières années pour faire bouger la place que les femmes avaient et peuvent avoir maintenant dans les programmations des festivals, des institutions culturelles, dans les bourses, etc. Le livre s'ouvre sur le lancement du blog. Alors, peut-être excusez-moi, avant de parler du livre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit, comment j'en suis venue à écrire ce livre. En fait, ce livre, il vient d'une demande de Marie Daucher. Marie Daucher, je ne la connaissais absolument pas. En 2014, j'étais donc présidente de la Villa Perrochon. Elle m'a interpellée par un mail un peu très cordial, très sympathique, en me disant « Mais à Niort, comment se fait-il ? Vous avez une programmation avec 69% de femmes. » Bon, nous, on baignait là-dedans depuis 18 ans avec mon collègue qui était le directeur artistique. Donc, et qui plus elle me dit « Et en plus, vous êtes une présidente. » Voilà, donc on échange, voilà, bon, échange très cordial, etc. Puis mais par mail, on ne se rencontre pas plus que ça. Les années passent, on ne se recontacte pas. Et puis, il y a donc 3 ans, je venais de sortir Jacqueline Salmon. Elle me réinterpelle sur un choix de programmation en me disant « Oui, mais quand même, il faudrait faire un peu de place aux jeunes. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui est un peu polémique dans la profession, etc. » Et je partageais une partie de ses commentaires. Donc je lui dis bah oui, mais simplement voilà, moi je ne suis plus présidente, j'avais lâché la présidence à ce moment-là, je ne suis pas non plus directrice artistique, mais je partage, on échange et tout. Puis on se dit quand même, ça serait bien qu'on se rencontre. Alors, dans le même temps, je n'oublie pas, dans le même temps, l'INESCA qui a fait la résidence des rencontres de la jeune photographie internationale à Niort en l'année où tu es partie, en fait, j'ai un 2015. En 2015, voilà. Bon. Et donc, connaissait bien Marie, disait à Marie, il faut que tu rencontres Sylviane, me disait à moi, il faut que tu rencontres Marie. Enfin, voilà. Donc, on se dit, on se rencontre, il faut qu'on trouve le moyen de se rencontrer. Et Paris Photo s'ouvrait juste après. Et dans les allées de Paris Photo, on est vraiment tombés toutes les trois, les unes sur les autres. Voilà. On a pris le temps avec Marie quand même d'échanger, d'aller prendre un café. Donc je lui parle de mon livre sur Jacqueline Salmon et de but en blanc, elle me dit mais voilà, est-ce que ça vous intéresserait ? Vous voyez à ce moment-là. Est-ce que ça vous intéresserait d'écrire tout ce qui vient de se dérouler ces 10 dernières années, tout ce qu'on a mis en place, etc., etc. Et le projet est parti comme ça. Voilà. Moi, je connaissais mal. Je ne vais pas dire que je ne connaissais pas, mais je connaissais très mal cette histoire-là. Voilà. Donc ce livre aujourd'hui, tel que vous le voyez là, et puis après je vais laisser la parole à mes deux collègues là, il s'ouvre sur le mois de, je ne sais plus, d'avril 2014, au lancement du blog Atlante et Cariatide, qui était signé d'un certain Vincent David, alias Marie Daucher,
Et il parcourt les 10 années avec toute une série d'événements. Il se termine donc 10 ans après, en 2022-23, avec tous les projets, les perspectives, les bilans d'avancées qui ont été faits et ce qui va encore arriver dans les mois et dans les années qui viennent, quoi. Entre-temps, il y a bien sûr, alors je vous les donne dans le désordre, il y a l'exposition Qui a peur des femmes photographes, il y a la sortie du livre Une histoire mondiale des femmes photographes, il y a la lettre ouverte à Sam Sourdze, enfin voilà, tout est balayé largement. On y reviendra si vous voulez un petit peu un moment dans le détail, mais voilà. Mais je vais laisser la parole à Marie qui, elle, va vous dire comment cette histoire a commencé réellement pour elle. Oui, merci. En fait, je vais essayer d'être brève parce que sinon, c'est quand même une longue histoire. Parce que ce que je voulais dire, c'est quand même que ce livre, il a cet intérêt premier d'être une archive de ces 10 dernières années. Et l'histoire est souvent racontée par les hommes, et là, c'est nous qui la racontons parce que sinon, ils ne vont pas le faire. Donc voilà, on reprend la main, et c'est édité par Éric Seize qui nous a fait confiance là-dessus. Et qui est un homme, oui, c'est pour ça que je parle de toi, bien sûr. Non, mais justement, pourquoi j'avais ouvert un blog qui s'appelait Atlante et Cariatide? Vous savez, c'est ces grosses sculptures qui soutiennent le toit du temple, et on sait bien que le patriarcat est soutenu par des hommes et des femmes, que j'appelle les cariatides. Et c'est le plus compliqué, d'ailleurs, émotivement et politiquement à gérer. Voilà. Donc, moi, cette histoire, pour moi, a commencé en janvier 2014 à un repas entre femmes photographes. Et il y avait une expo ici de bas en haut consacrée à Salgado. Et j'ai dit que l'argent public devait servir à autre chose qu'à promouvoir éternellement des hommes. Et elles m'ont toutes dit que j'exagérais. Et donc, depuis, je sais que quand on me le dit, c'est que j'ai raison, hein, comme beaucoup de féministes d'ailleurs. Et donc, j'ai compté. Et quand on compte, on ne fait pas que compter, hein, on regarde des programmes, etc. Donc j'avais raison, bien sûr. Hein. Ici, il y avait pas plus de 15% de femmes exposées avec des hommes, etc. Enfin bon, il y avait des choses qui commençaient à se dessiner. Puis on m'a dit, ouais, mais bon, c'est la MEP, tu sais. Bon, d'accord, ah ben, on a été voir Arles. Et puis du coup, ça devient un peu addictif et j'ai compté tout le marché. Les prix, voilà, alors, pendant 3 mois. Puis j'ai eu l'opportunité à ce moment-là d'aller écouter des sociologues, notamment des gens comme Marie Buscato. Au ministère de la Culture, il y avait également des études qui étaient faites, alors pas sur les mondes des arts plastiques ni de la photo, mais sur des secteurs culturels parallèles. Donc je me suis beaucoup informée, etc. Puis à un moment, je me suis dit, je vais faire un blog, hein, parce qu'il faut quand même qu'on en parle de cette histoire. On était en dessous de 15%. Hein, la jauge, c'était... Alors de temps en temps, on arrivait à 20%, ce qui avait l'air d'être formidable, mais ça n'était pas. Et en fait... juste avant d'ouvrir ce blog auquel j'avais pensé, parce que moi, ce qui me choquait beaucoup, c'était que c'est de l'argent public, en fait, et que cet argent public servait à fabriquer des artistes masculins, uniquement, et blancs, uniquement. Et j'ai lu une étude dans Livre Hebdo, je crois, qui montrait que les hommes ne lisaient pas les femmes. Donc c'est pour ça que j'ai pris une identité d'homme, et bien m'en a pris, parce que ce Vincent David s'est avéré d'être un mec très intelligent, progressiste, pas clivant du tout. Et du coup, je l'ai pris pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'étais jamais dit que... On m'avait jamais fait autant de compliments, donc ça fait du bien. Et forcément, ça donne confiance, et c'est nécessaire après, parce qu'il a fallu mettre beaucoup d'énergie pour faire avancer ça. Et donc j'ai ouvert ce blog qui a été très bien reçu, hein, puisque je m'appelais Vincent. Et donc voilà, donc le blog, et puis j'ai écrit donc sous cette identité d'homme, et puis à un moment, il y a une censure dans une exposition à laquelle je participe, et qui est le festival qui est géré par la MEP à ce moment-là, et je rencontre Jean-Luc Monterosso que j'avais interpellé en disant c'est sympa, hein, vous avez une très belle collection, mais il n'y a pas de femmes. Et je le rencontre, mais avec moi, mon identité. Et il me dit, il faudrait organiser, il y a trop de problèmes de censure dans la photo, il faudra organiser une table ronde, quelque chose. Et je lui dis oui, parce que moi, comme ça fait près d'1 an que je suis un homme, j'ai pris confiance, donc je lui dis oui. Et ça se passe très bien, malheureusement très bien, puisqu'on était après les attentats de Charlie Hebdo, et il y avait eu une série de censures après. Donc c'était ici. Et après, il me dit, c'était vraiment super, est-ce que vous pouvez faire la même chose pour les femmes? Ouais.
et vous invitez Vincent David. Ben ouais. Et donc, j'ai eu 9 points pour monter ça. Donc, c'était le 28 octobre 2015 que ça a été ici. Donc, c'est la première fois que dans une institution publique française, les questions de visibilité des femmes étaient posées. Et ça a été un moment très fort, très marquant, qui a été filmé, qui a été beaucoup diffusé dans des festivals. J'avais fait un film en même temps, alors qu'il est très très mal... j'avais jamais tourné, donc j'ai oublié de mettre le micro, mais enfin bon, le film existe. Et donc, c'est ce qui a lancé... et j'ai révélé aussi qui j'étais. Donc, je suis passée donc, en une soirée de type bien à hystérique radicale. Et bon, voilà, ça va mieux. Voilà. Et voilà. Et puis maintenant, je te laisse la parole, parce qu'après, si on me laisse continuer, on a encore des heures. Oui, mais on peut faire ça chronologiquement. Voilà. Et ben écoute, oui, parce que tu m'as redemandé si j'étais là donc en 2000. Donc, tu as dit il y a 8 ans pile presque, oui. C'est ça, hein, ça ouais. C'est fou quand même, 28 octobre, ouais. Et du coup, alors moi j'ai le souvenir que dans mon réseau, chez mes collègues photographes femmes plutôt, tout le monde disait voilà, il y a cet événement, il faut absolument y aller. Donc je voulais absolument venir. Et puis bah, c'était archi complet quoi. Voilà. Ouais. Donc je crois que j'avais réussi. On était un peu sur les marches. J'avais réussi là quoi. Voilà. Donc c'est peut-être. Là, c'est un peu plus tranquille. On avait réussi à rentrer pour un moment. Puis effectivement, cette vidéo, j'avais oublié. Je crois que je suis retombée sur la vidéo. Et pour moi, ça a été... Bah ouais, ça a été très important parce que je pense que j'ai toujours été proche de ces questions. Je me suis toujours sentie féministe, même si c'est beaucoup plus facile à assumer aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Hein. Je m'en souviens que même moi, je pense que j'ai dit féministe, mais voilà. Et aujourd'hui, on peut le mettre sur sa bio Instagram, c'est cool, c'est à la mode. Voilà, même Marine Le Pen est féministe, c'est fantastique. Bref, non, je n'ouvrirai pas, je les referme cette porte tout de suite. Et du coup, mais j'ai été... Je ne suis pas étonnée que tes amis à cette soirée n'aient pas voulu te croire, parce que même moi, qui ai toujours été engagée sur ces questions, qui vient d'études de cinéma, donc j'étais plus conscientisée plutôt sur les questions de cinéma, où là, c'était... on a vraiment oublié beaucoup. Enfin, je crois que jusque dans les années 70, on connaissait que... comment elle s'appelle ? C'est cinéaste, Maya Deren et 3 autres, quoi. Donc c'est... Voilà. Mais quand j'ai pris conscience des chiffres, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, c'est beaucoup plus que je pensais, quoi. Parce que comme j'allais aux événements consacrés aux femmes photographes, comme l'exposition Qui a peur des femmes photographes, etc., j'avais l'impression quand même que c'était là. Et puis ensuite, quand on compte, à un moment, les stats, c'est des stats, hein, c'est... Et en même, voilà, ça m'a pas tant étonnée que ça. Et quand j'ai voulu en parler autour de moi, ça m'est arrivé d'en parler à des collègues photographes, et que ce soit homme ou femme, moi je pensais qu'on allait du coup travailler ensemble à ce que ça change. Genre, vous vous rendez compte, il y a ça, et j'ai quand même eu beaucoup de réactions, mais pas du tout. Je vois pas du tout comment c'est possible. Oui, mais enfin, à un moment, il y a des chiffres. Enfin. Oui, voilà. L'argument qui était souvent apporté, c'était ouais, mais bon, si elles sont pas là, nous on regarde que le talent. Ah ouais, donc alors ok, ça veut dire qu'on n'a pas de talent, en gros. Et on regarde que le talent, ou alors il y avait cet argument, oui mais elles ne candidatent pas, donc on ne peut pas les exposer. Mais faites votre boulot. C'est qu'en fait que si on ne candidatait pas, c'est qu'on n'est pas bête. C'est que quand on regarde un festival, ça fait 20 ans que le festival n'expose jamais de femmes, ou alors de temps en temps, et on ne va pas investir le temps de travail nécessaire pour candidater. Donc c'était ça, on avait plein d'arguments plus fallacieux les uns que les autres, qui reposent sur un socle quand même qui est évident, c'est celui très clair de l'absence de femmes dans l'histoire générale d'ailleurs, et dans l'histoire de la photo et des arts. La plupart des critiques d'art, des commissaires d'exposition, des artistes ont appris, dans le monde, ont appris avec un livre qui s'appelle Le Gombrich, qui du pariétal au XXe siècle ne mentionne pas une seule femme artistes. Mais alors par contre, elles sont sur les murs, sur les œuvres, et donc les gens de toute bonne foi disent mais les femmes, mais bon, c'est dans les années 70, il n'y en avait pas avant. Et comment on démonte ça quand ils nous sortent le Gombrich plus les autres, où on est à peine représenté à plus de 10%. Donc c'est ça, ce socle-là, en fait, invisibilise tout le travail que font des historiennes depuis des années. C'est un discours dominant, mais qui a changé depuis. Mais c'était ça, en fait. On ne voulait pas nous croire.
Alors, tu parles à l'imparfait, donc au passé. Sur les questions, au tout début, la remarque qui était de dire, mais on dit, je regarde que la qualité des dossiers et pas les femmes. Ça m'a été dit dans le travail de recherche que j'ai fait là. Ça m'a été dit aujourd'hui encore en 2013. En 2023, pardon. J'ai toujours un train de retard. Ouais, c'est l'argument qui revient en permanence, ouais, je pense. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça sous-entend quand qu'on n'a pas de talent. Et voilà, que la sociologie n'existe pas, qu'il n'y a pas un cadre, enfin des paramètres en fait qui nous définissent aussi. Enfin ouais, c'est fou. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit. Sur les résidences, effectivement. Donc moi, j'ai eu la chance de faire Perrochon. C'est en 2017. Et même si j'ai pas, moi, compté et regardé, c'est vrai que tu te sens bienvenue, en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a des personnes qui me ressemblent, je vais dans un endroit, même si c'est inconscient. Il y a des endroits où j'irai pas. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux, parce que ça va être un certain type de personnes. Et ça va toujours continuer à l'être, puisqu'on a besoin de se reconnaître, en fait, dans d'autres lauréats. J'avais essayé 4 fois, j'ai eu que la 4e fois. Donc, je tiens... Bah oui, mais bon, nous avons parfois 180 dossiers, nous prenons 8 candidats. Il y a forcément des refus. L'année où je suis venue. Non. Mais ça a été montré sociologiquement que lorsqu'on est en dessous de la barre de 30% dans un lieu, on se sent minoritaire. Ah, je connaissais pas cette... J'ai beaucoup bossé la sociologie depuis. J'aurais peut-être pu passer un petit master, quelque chose, je sais pas. Mais c'est vrai. Alors peut-être un mot quand même. Oui. Pardon. Non, mais peut-être un mot pour expliquer pourquoi. On s'est vraiment plus rencontrés. Bah, ensuite, moi, je t'ai suivi sur Facebook, mais toi, tu me suivais pas tant que ça. Mais je suivais, c'était important. Je suivais ce que tu faisais. Et là, tu m'as contacté pour Paris Photo, donc un événement en 2018. Oui. C'est ça. Je crois que tu avais entendu parler de moi par la commissaire d'exposition, enfin artiste performeuse aujourd'hui, Yasmina Regad, que j'avais rencontrée à Alger, dans un tout autre contexte. Et puis, j'étais très fière de participer à cette performance, en fait, pour une meilleure visibilité des femmes photographes. Et moi, j'étais très heureuse d'être là, parce qu'entourée de photographes que j'admirais, quoi. Comme Irina Brozerus, Corinne Mercadier, d'autres qui sont ici, je pense à Scarlett, voilà. Et donc j'ai pas réalisé que ça pouvait avoir ensuite un impact négatif, effectivement, parce que dès le lendemain, j'ai vu que ça n'avait pas eu un très bon retentissement chez certains collègues, alors que moi je trouvais ça formidable d'être là, c'était un très bel événement. Oui, je pense que c'est important de dire que cet événement qu'on a fait à Paris Photo 2018, on y reviendra, c'est une date charnière dans cette histoire. C'est au moment où on va pousser Arles, les rencontres d'Arles dans leur retranchement pour qu'ils changent, en fait, ce qu'on a réussi à faire. Mais donc cet événement à Paris Photo, les femmes qui étaient sur la scène étaient des femmes qui ne faisaient pas partie du collectif qui venait de se créer, la part des femmes. C'était des femmes artistes, internationales ou pas, mais qui étaient à Paris Photo. Et dès le lendemain, il y en a qui se sont faites harceler par des directeurs de festivals en disant « Ah ouais, t'es avec elle ? Eh ben, t'es plus avec nous. » Et ça a été presque, enfin pas presque toutes, parce qu'il y en a qui repartent chez elles à l'international, ça ne joue pas comme ça, mais il y a eu des harcèlements, il y a eu des comportements qui ont été... Donc c'est pour montrer que pourquoi les femmes du collectif sont invisibles. C'est paradoxal d'être invisible pour rendre visible, mais c'est parce que les risques sont là. Il y en a une qui a vu régulièrement passer son patron devant elle en disant « Putain, ces salopes de la part des femmes, elles ont encore frappé !» Et donc, c'est violent. Ça a été un combat très violent. Et les femmes photographes qui osaient montrer, par exemple, un soutien ou un like sur un post qu'on pouvait faire, ont été mises à l'écart. Et on parle il y a 8 ans, même pas. 2018, donc il y a 5 ans, ouais. Et je tiens à dire, d'ailleurs, on s'était fait la réflexion par la suite, qu'il y avait eu quand même, je pense que tu les avais invités, ou quelques photographes hommes, donc qui nous avaient soutenus à Paris Photo. Oui. Et je vois pas bien, donc je sais pas si Bruno Boudjelal est là, s'il est là. Ah bah voilà Bruno. Et il y avait également Malik Nejmi et Stéphane Couturier, et c'est vrai qu'on s'était dit, la question minoritaire, forcément, on se reconnaît. Nejmi n'était pas là, mais il a tout de suite commenté. Ouais.
Ouais. Il a tout de suite commenté parce qu'on avait dit un texte qu'on avait écrit qui était où on disait voilà, les femmes ne sont pas dans l'histoire, mais quelle histoire? Et on sait bien quand on est minoritaire, alors les femmes ne sont pas minoritaires en nombre, mais elles sont minoritaires, on sait quand on est minoritaire que l'histoire n'est jamais écrite pour nous. D'ailleurs, on peine à trouver des femmes. Dans la photo, on peine à trouver des personnes issues qui ont des origines dans les anciennes colonies, etc. Donc c'était très très important que Bruno soit là, avec nous, qui nous rejoigne sur scène, que Malik commente, que tu sois là, qu'il y avait aussi William Haddad, etc. C'était très important parce que compter les femmes, compter les hommes, ça se fait. C'est assez facile. Quand on a un doute, on peut aller vérifier sur leur site, ça se fait. Mais compter en fonction des origines, alors ça, c'est très compliqué. C'est impossible à faire. Mais quand on a la tête dans les programmes, on le voit bien. On le voit bien que c'est encore plus invisibilisé, ces questions. Donc moi, je ne pouvais qu'en parler. Je ne pouvais pas dire... démontrer comment. C'est pour ça qu'après j'ai fait des alliances, mais c'est vrai que c'était flagrant cette absence dans les programmes. Oui, c'était flagrant. Issus de minorités. Ouais. Et encore plus dans notre secteur, il me semble que dans les arts visuels, où j'ai toujours trouvé ça un peu plus ouvert, ça bouge beaucoup sur ces questions. Peut-être parce que de par la nature du médium, il y a plus de réflexion quand même sur la représentation, alors qu'en photo moins. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même l'un des pires domaines, la photographie, parce que le cinéma, on voit quand même les choses bouger beaucoup. En littérature, pareil, sur les questions des... Et la photo, peut-être qu'il y a cette représentation comme ça dominante, que le photographe, c'est un homme blanc, barbu, dans un multipoche en fonction des... Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Alors... Là, vous avez deux voix. Je dis bien deux voix parce que moi, je suis la plume, je ne suis pas la voix. Moi, ce combat, je ne l'ai pas mené. D'abord, pour une raison toute simple, entre guillemets, je veux dire, c'est que je ne suis pas photographe. Donc, quand Marie m'a raconté l'histoire rapidement, je suis un peu tombée des nues en me disant mais ah bon, ça se passe comme ça dans la photo. Alors que, mais c'est vrai qu'à Niort, effectivement, on a une programmation qui laisse une très grande place aux femmes. Mais parce que les femmes, alors les résidences à Niort s'adressent à des jeunes photographes et que les femmes sortent majoritairement des écoles de photographie. Donc, on a une prédominance de dossiers de femmes photographes. Et comme on ne regarde que la qualité des dossiers, on a beaucoup de femmes proposées dans la programmation. Mais voilà, moi, je suis hors du milieu professionnel de la photographie. J'habite aussi en région, en province, moi j'aime bien dire. Et quand même, ça impacte sur... Enfin, ça a un impact, ça. C'est-à-dire que quand on n'est pas à Paris sur des événements, sur des causes pareilles, on a toujours un temps de décalage. En plus, j'habite vraiment... dans un coin de campagne un peu perdu. Ma fille qui est là peut en témoigner. mais donc, quand Marie m'a parlé de ça, moi, j'ai tout de suite fait des recherches et j'ai été un peu stupéfaite d'abord de voir les chiffres qu'elle me sortait, qu'elle m'annonçait, etc. Un peu comme toi, à un moment, je dis ah bon, mais on en est à ce point-là quand même. Ça faisait écho quand même à des situations professionnelles que moi j'avais pu vivre par ailleurs en tant que femme dans d'autres secteurs, enfin dans le milieu de la culture pour le coup quand même toujours. Et puis très vite, la question elle a été de se dire mais en fait tout ce qui s'est fait là, c'est un récit. Il faut redonner un récit, mais qui soit un récit choral, puisqu'en fait il y a eu plusieurs choses qui se sont faites. Là vous avez Marie Daucher, vous avez l'INESCA. Mais il faudrait citer aussi Agnès Salle au ministère de la Culture qui a écrit les 2 feuilles de route égalité. Il faudrait nommer Marion Islaine et Fanny Escoulen, les deux, donc anciennes et actuelles déléguées de la photographie au ministère. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes. Donc, assez vite, est venu le fait de dire, ben voilà, moi je n'interviewe pas que Marie Daucher, ce n'est pas que l'histoire de Marie Daucher que je raconte, c'est vraiment une aventure d'engagement multiple sur ces 10 années. Donc j'ai fait plusieurs entretiens. On avait défini une première liste de 30 noms. Il a fallu sabrer beaucoup dedans parce que l'enveloppe temps et moyens ne pouvaient pas rentrer là. Enfin, ou alors le livre ne serait pas encore là, quoi. Voilà. Donc j'ai fait 12 entretiens. Je vais
je vais vous donner le nom de toutes les personnes avec qui j'ai eu des entretiens, parce que je voudrais vraiment les remercier, parce que j'ai eu vraiment des échanges très très riches avec chacun et chacune. Alors, est-ce que je vais y arriver sans lunettes aussi ? J'ai rencontré donc Delphine Bedel, Fanny Escoulen, Marion Islaine, Jean-François Leroy, Linesca, Ingrid Millot, Jean-Luc Monterosso, Pascal Obolo, Marie Robert, Agnès Salle et Béatrice Tupin. Et à chaque fois que j'avais un entretien avec ces personnes, à chaque fois des portes s'ouvraient. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y avait un item qui sortait. Je me disais, ah oui, mais ça, il faudrait, mais ça, il faut en parler, etc. Et il y a un moment, en fait, moi, ça a été un travail de titan pour moi, de toujours revenir à recentrer le débat en restant sur le sujet de ce qui s'était joué sur ces 10 années, etc. Et pas aller ouvrir toutes les portes. Elles sont ouvertes dans le livre. C'est quand vous le lirez, vous verrez. Il y a vraiment des ouvertures sur plein de choses, mais je n'étais pas sur un écrit universitaire, je n'étais pas sur une recherche universitaire. Donc il fallait garder quelque chose qui soit une histoire. Et ça a été vraiment, voilà, au moment des entretiens et moi-même après dans les recherches documentaires sur lesquelles je me lançais, il a fallu que je sois constamment à me restreindre sur ce que je voulais écrire. Et puis après, il y a quand même l'éditeur derrière qui n'avait pas prévu d'écrire un ouvrage en 3 tomes, donc il fallait rester sur quelque chose de réalisable. Voilà, ce récit, donc, c'est une narration, c'est vraiment une histoire que je raconte, et j'espère que vous y trouverez du plaisir à le lire après. Donc, comment on va... Céline, il y a une chose dont tu n'as pas parlé. On avait dit qu'on en parlerait quand même. C'est tout ce que cette histoire-là a représenté et a fait pour toi, a fait bouger pour toi. Oui, mais là j'étais en train de me dire quand tu disais, parce que quand les changements se produisent, c'est bien qu'on ait une trace, parce qu'on s'habitue très vite en fait, on a l'impression que c'est dans l'ordre des choses. Mais ce que ça a changé pour moi, c'est tout simplement que quand j'envoie un dossier là au CNAP, je sais que je serai considérée à la juste valeur. Encore plus dans le secteur public, ça c'est très bien. Et comme tu le disais, c'est important parce que c'est de l'argent public. Et donc on a effectivement, moi je regarde les rapports d'activité du CNAP, etc. Je vois que c'est, je sais pas, c'est du 50-50 dans les commissions. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça change ma vie déjà à ce niveau-là, parce que comme pour nous toutes, ça favorise, ça nous met sur un pied d'égalité, clairement. Et ensuite, je dirais que le fait de pouvoir discuter avec toi, avec d'autres personnes, dont certaines que tu as citées, d'autres, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier plein, ça fait vraiment du bien, en fait, parce que moi, j'ai l'impression de naviguer dans d'autres univers, que ce soit culturels ou artistiques, avec lesquels des personnes avec lesquelles je peux avoir ces conversations. Je pense à l'équipe de la Déferlante, par exemple, la revue pour laquelle on travaille toutes les deux. Mais dans la photo, il y a moins de personnes avec qui je peux avoir ces conversations, et je pense que c'est important en fait de se fédérer, de se rencontrer. C'est capital. Dans les arts visuels, comme je disais, un petit peu plus, mais à un moment, on se sent vraiment isolé en fait sur ces questions. Et tu pourrais nous parler un petit peu du mentorat Tilawin ? Bien sûr. Alors oui, moi je suis pas militante au sens propre, c'est pas... je pense à Mona Chollet qui racontait dans La tyrannie de la réalité qu'il fallait trouver parfois un juste, j'ai beaucoup aimé cette phrase, un juste équilibre entre engagement et une forme de... faire en fonction de sa sensibilité, comme je dis, je crois, Marie Robert dans le livre. Mais, j'allais dire malgré moi, je me retrouve toujours des projets féministes ou des projets en faveur de la visibilité des femmes et des personnes non-binaires. Et là, Tilawin Project, c'est un projet de mentorat pour des femmes photographes algériennes, vivant en Algérie ou de la diaspora, par des femmes photographes algériennes. Je fais un clin d'œil à Bruno Boudjelal qui est présent, parce que il y a eu une belle visibilité des photographes algériens ces dernières années, et un peu moins pour les femmes. Et donc ma collègue et amie Yasmine Fodil, qui habite à Tizi Ouzou, qui est la capitale de la Kabylie, a eu en fait l'idée de lancer ce programme vraiment de façon totalement bénévole au début 2020, avec nos moyens, avec
j'allais dire, toutes les imperfections que peut comporter. Voilà. C'était un projet Zoom aussi, parce qu'on est dans le monde entier. Et l'idée, c'est vraiment en fait d'accompagner et de former des personnes enfin des femmes à la photographie d'auteur particulièrement, parce qu'on peut retrouver d'autres formes de formation, mais pas voilà. Et là c'est chouette parce que on voit que ça marche plutôt bien. On a eu une projection au magasin Knack à Grenoble jusqu'à la mi-octobre. On vient d'avoir une bourse de AFAC, donc Arab Front for Art and Culture, qui va nous permettre de continuer. Et voilà, j'ai dit à Yasmine évidemment que je serais là, et on a parlé du fait que c'est absolument pas spécifiquement algérien, le patriarcat est mondial. C'est différent, c'est des problèmes différents parfois, c'est pas totalement les mêmes histoires, mais c'est très important, je pense, de faire ces liens. Souvent, je raconte les actions que tu fais ou la part des femmes, j'en parle aux membres de Tidawin et vice-versa. Je pense que c'est important, en fait, de se parler dans le monde entier. Oui, il y a des spécificités. Souvent, moi, je travaille sur une étude sur le portrait de presse en ce moment, et à chaque fois que j'en parle, on me dit « oui, elle est à l'étranger ». Mais à l'étranger, il y a des spécificités, mais il y a toujours cette trame, effectivement, patriarcale qui nous empêche. Je voudrais rebondir, si c'est possible, sur deux choses. Quand tu dis ce que ça t'a fait, ce que ça a fait, en règle générale, ces 10 ans de combat, ça a permis aux femmes photographes de comprendre que les difficultés qu'elles pouvaient expérimenter professionnellement n'étaient pas forcément de leur fait. Parce que ficelé comme on est ficelé, on a tendance à se dire c'est parce que je suis mauvaise. Et là, enfin, elles ont compris qu'il y avait un système qui les empêchait, qui était là, qui les empêchait. Et quand on comprend le système, ça commence à aller mieux. Et puis, donc ça, c'est la première chose. Il y en a beaucoup qui nous l'ont manifesté. C'est ce qui a beaucoup fait changer les choses. Il y a aussi, il faut le dire, alors, dans la photographie, les institutions les plus dotées en photographie sont toutes dirigées par des hommes, sans exception. Mais il y en a quand même qui ont quand même bougé. On a fait bouger Arles, un peu à contre-cœur, mais enfin ça a bougé. Maintenant, Arles ne changera plus. Ici, à la MEP, ça a changé. Enfin, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont obligés de changer parce que j'avais fait une série que j'aime beaucoup, une série d'entretiens qui s'appelle Visuel.art. Ce sont des entretiens gratuits en ligne avec des sociologues, historiens, etc. Et il y a une sociologue de l'art et du travail, parce que l'art est un travail, qui s'appelle Marie Buscato, qui est très, très intéressant. Et cet entretien, où elle dit à un moment « Rien ne bouge dans les mondes de l'art sans politique publique volontariste ». Et il se trouve que depuis 2012, au ministère de la Culture, il y a eu ce qu'on appelle les rapports Rennes-Prat, il y a eu beaucoup de travail qui avait été fait et qui n'était pas mis en place. Et puis, il se trouve qu'à un moment, Agnès Salle, haute fonctionnaire du ministère de la Culture, a réintégré le ministère et s'est emparée de la feuille de route égalité, puisqu'on est censé... Enfin, le président Macron a mis le neutre... a mis comme, je ne sais plus si urgence nationale, absolue, je ne sais pas, l'égalité femmes-hommes. Et c'est pas complètement là, mais toujours est-il que le ministère de la Culture s'est emparé de ces sujets, parce que ces sujets étaient travaillés déjà en interne, avec la recherche, avec beaucoup d'interactions. Et on a eu la chance donc d'avoir Agnès Salle à cet endroit-là, parce qu'elle a tout de suite compris qu'il fallait faire du réseau avec les militantes, avec les gens du terrain. Et moi, quand je l'ai rencontrée, immédiatement, on a échangé, on échange très souvent, et on se fait avancer, en fait, chacune. Et la grande force de ce qu'on a pu faire et qui se tisse, en fait, dans ce livre, c'est ce réseau. C'est pas un réseau d'influence, c'est un réseau d'intelligence. C'est-à-dire que les gens de la recherche ont du mal à faire passer leur recherche dans le public. Mais moi, je suis militante, je peux y aller parce que je les lis. Et puis, pareil, les politiques publiques ont des fois du mal à passer, et on va faire ces ponts-là. Et c'est ce qu'on a fait pendant 8 ans, et c'est ce qui a assuré une forme de succès, parce qu'il faut le dire, maintenant, la plupart des prix photographiques sont égalitaires. Comme tu l'as dit, les choses se desserrent. Et d'avoir des politiques publiques volontaristes, c'est très important. Je vais vous en donner un exemple.
En 2021, fin 2021, le ministère de la Culture a demandé à la BNF de gérer une grande commande photographique pour soutenir la profession de photographe. Donc 200 photographes ont été recrutés sur 2022 et 2023 avec des moyens. C'est une grande commande à plein d'égards. Et le thème, c'est une radioscopie de la France. Quand c'est arrivé, le premier projet, je me suis dit, oh là là, voilà, on va avoir les 200 mêmes, c'est-à-dire pratiquement 200 hommes avec leur carte de presse. Et puis, le ministère a fait en sorte que ça ne soit pas le cas. On a mobilisé des femmes pour qu'elles candidatent. Et le ministère a reçu, et le BNF a reçu 30% de candidatures de femmes. Il y a 5 ans, ce n'était pas possible. Ça veut dire qu'elles ont compris. Qu'elles ont compris qu'il y avait un réseau, elles ont compris le système, comment ça marchait. Et que là, il y avait des portes qui s'ouvraient. Donc 30%, c'est énorme. Et comme le ministère et la BNF et les jurys, le ministère a demandé aux jurys de sortir de ses habitudes, c'est-à-dire d'aller chercher des dossiers plus vastes, eh bien, on s'est retrouvé avec 40% de femmes. Ce qui est hyper important parce que ça veut dire 200 photographes qui parlent de la France, ça rentre dans les collections, il y a des historiens, il y a des historiennes qui vont travailler là-dessus, des sociologues. C'est hyper important que ce ne soit pas que des hommes qui travaillent. Et tu me l'avais dit, quand on était en train de candidater, puisque tu as été lauréate et moi aussi, d'habitude, quand il y a des compétitions comme ça, tu dis toujours, bon, allez, les Arabes, s'ils en prennent un, on sait qu'on l'a pas. Si Bruno là, je l'aurais pas. Si Bruno là, on l'a pas, etc. Eh ben, ils l'ont tous eu. Voilà. Et c'est hyper important parce que c'est hyper important qu'on puisse décrire la société avec une ampleur de regard et une fraîcheur de regard. Et il n'y a pas que des jeunes, hein. Il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Enfin, tout a été pris en compte, ce qui fait qu'il y a une grande diversité. Et c'est, je pense, l'expo l'année prochaine, ça va être réjouissant. C'est ça une politique publique volontariste. Mais ça ne marche que s'il y a des militantes, que s'il y a de la recherche, etc. Et là, il se trouve qu'on a réussi à créer un mouvement qui fait que ça a ouvert. Et c'est important au niveau de l'histoire même, parce que l'histoire de la photographie s'écrivait au masculin jusqu'en 2012 et que maintenant, ça ne s'écrit plus au masculin. Et c'est d'ailleurs la conclusion du livre, c'est je donne toutes les perspectives, enfin tous les projets qui sont aujourd'hui en place, les dispositifs en place. Vous avez sans doute, pour celles qui sont vraiment dans la photographie, vous avez le dispositif Cité Elle, qui est une résidence pour des femmes photographes de plus de 40 ans avec enfants, etc. De province, oui, hors Île-de-France, exact. Oui, oui. De région. Il y a la bourse qui se donne pour les femmes en milieu de carrière au festival Femmes photographes de Houlgat, etc., etc. Donc on voit bien que là, les fruits commencent à porter... Pardon. Les fruits tombent. L'arbre est mur. Voilà. Mais il ne faut pas lâcher non plus. Hein. Voilà. Et qu'effectivement... il faut pas lâcher. Le ministère continue avec sa feuille de route égalité. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place et qui vont arriver à ce que certaines subventions et certains financements vont être conditionnés aux questions d'égalité, enfin d'égalité ou de parité en tout cas. Voilà. Alors tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette question-là. Et dans mon livre d'ailleurs, je respecte ça aussi. C'était un travail délicat pour moi, qui a été de respecter la parole de chacun et de chacune. Parce que parfois, il y a des paroles pas contradictoires, mais il y a des regards, il y a des façons d'appréhender la question d'une manière différente. Et il fallait que je restitue à chacune sa juste parole et à chacun, parce qu'il y en a quand même... Il y a quand même des points de vue très multiples dans ce livre-là. Voilà. Oui. Non, mais c'est trop tard. C'est déjà commencé, monsieur. Merci beaucoup. Alors, on va laisser finir. Et donc voilà, on pourrait tout vous raconter là, mais on va vous laisser le lire, ça sera quand même mieux. Oui, mais vas-y, finis. Et puis après, on va juste vous lire à chacune, on va vous lire un très court extrait du livre, voilà, pour vous donner un petit peu la couleur de ce livre. Mais vas-y. Non, c'est tout simplement
les choses ne bougent pas toutes seules, mais dans n'importe quel secteur. Comme tu disais, les choses ne prennent pas leurs petites pattes pour avancer toutes seules. C'est ça. Mais et quand même, on est dans un milieu culturel qui a des sensibilités, on va dire, militantes à d'autres endroits, qui comprennent très bien que rien dans notre histoire collective d'êtres humains n'a jamais avancé tout seul. Et je trouve que, bon, quand même... les causes féministes sont pas très violentes par rapport aux autres. Ouais. Oui, on entend souvent, oui, mais les choses avancent. Oui, mais elles avancent pas toutes seules avec leurs petites pattes. Et c'est parce qu'on fait ces travaux-là, et c'est important d'avoir des archives, de quoi écrire nos histoires. Les congés payés, c'est pas « oui, s'il vous plaît, est-ce que peut-être on pourrait… » Non, c'est ça. On va clôturer avec les lectures pour vous laisser un peu le temps, si vous voulez qu'on ait quelques échanges avec vous après. Alors, comme moi je suis pas une activiste, je suis pas une universitaire ni autre, moi, je vais vous lire le tout début pour vous dire que je vous raconte vraiment une histoire. Et pas, alors il y a des chiffres quand même dedans, mais voilà. Et donc, le chapitre 1 s'ouvre sur 2014. Le temps est calme à Paris ce dimanche 6 avril 2014. Les quelques nappes de brouillard matinal ont laissé place à un ciel maussade. Un train a traîné devant son ordinateur. Sur les écrans des férus d'art et de photographie, un nouveau blog fait son apparition sous le nom d'Atlante et Cariatide, culture, art plastique et fonds publics. À première vue, rien d'exceptionnel. De nombreux sites de critiques, de journalistes et d'historiens d'art existent déjà. Ce qui retient l'attention des usagers du net est son accroche. À la une s'affiche une lettre ouverte adressée directement à Jean-Luc Monterosso, alors directeur de la MEP. Après un éloge du parcours et des réalisations du responsable de l'institution, le ton se fait plus incisif. Je cite « Depuis 1996, la MEP a présenté 280 expositions individuelles et 82,5% d'entre elles présentaient des travaux réalisés par des hommes. Ce pourcentage est remarquablement stable, s'établissant à 82,1% sur les 7 dernières années. En outre, 23,5% des expositions de femmes étaient des expositions conjointes de leurs travaux avec ceux de leurs compagnons, une pratique spécifique à la MEP, et 5,13% présentaient des travaux consacrés à des hommes artistes connus. Proportionnellement à la surface de la MEP, les expositions de femmes et de couples occuperaient le sous-sol, alors que celles d'hommes seuls s'afficheraient sur les 3 étages supérieure et la vitrine. Il faudrait 9 années à n'exposer que des femmes pour établir la balance. C'est bien sûr une image et non une suggestion. Fin de la citation. Afin de justifier la controverse, l'auteur du blog cite ses sources et explicite son modus operandi qui consiste à prendre en compte la surface des espaces respectivement dédiés aux hommes et aux femmes. S'ensuit une analyse de ce que cette sous-programmation des femmes photographes peut entraîner comme message implicite pénalisant, tout à la fois en direction des publics et envers les artistes elles-mêmes. Voilà. Alors, moi, j'ai lire un petit passage. Une des grandes forces du collectif, donc du collectif La Part des Femmes, est de donner à ses membres un lieu d'expression, d'échange, de prise de parole en toute sécurité. Lors de nos entretiens, Lors de nos entretiens, certaines ont bien voulu se démasquer et témoigner de leur engagement à la part des femmes. Pour respecter leur confiance, nous ne citerons pas leur nom. L'une en parle ainsi. La question de la décolonisation, je ne peux plus faire l'impasse dessus. Ce sont des questions qui me traversent tous les jours. J'ai besoin de créer des réseaux d'amitié et de résistance, comme le dit Deleuze. Comme avec Marie, à boire, avoir des personnes avec qui on a des engagements communs, avec qui on est d'accord. Sinon, c'est trop dur, je me sentirais trop seule. Une autre s'est sentie en danger dans son activité professionnelle parce qu'elle dénonçait le sexisme. Je me retrouvais en confrontation directe avec des hommes qui étaient en situation de pouvoir et moi non. Cela a déclenché la notion que j'étais en danger. Je me sentais très isolée dans un milieu très masculiniste. C'est à ce moment-là que Marie m'a proposé de rejoindre La Part des Femmes. Ce groupe m'a nourri, m'a redonné confiance et a transformé ma colère pour en faire quelque chose d'autre. Le collectif arrive à faire lever quelque chose de la peur qui devient secondaire. Je n'aurais jamais pu évoluer comme cela si je n'avais pas été dans un cercle militant qui oblige à se poser des questions en permanence et où il y a un réel plaisir de remise en cause. On est soudés et attentifs les unes aux autres. De ce fait, on est en capacité d'agir. Et encore, avec ce groupe, j'ai des échanges bien plus riches que ce que j'ai connu avant. Ce sont des échanges de fond, parce qu'on ne peut pas questionner tout cela sans se poser des questions de fond.
Je vais lire aussi un autre extrait, peut-être 2 si y a le temps, on va voir. De Pascal Obolo. Donc, artiste, commissaire, enfin, elle est tellement cinéaste, commissaire d'expo, c'est elle qui édite voilà. Africada. Exactement, la revue. Je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience pour faire entrer plus de femmes artistes dans les biennales, pour les prix, que cela vienne du ministère ou des institutions, mais pas sur des artistes racisés. Là, cela n'avance pas. Les artistes femmes racisées subissent une double peine. Alors bizarrement, le marché de l'art aide. Il est international, il y a des foires ACA, donc ACA c'est also known African, oui. Foire d'art contemporain africain. Un peu partout dans le monde maintenant, New York, Londres, Marrakech. Cela a poussé les galeries françaises à chacune avoir son artiste africain. Je constate qu'il y a maintenant de plus en plus d'artistes afrodescendants ou d'Afrique du Nord, parce qu'effectivement, nous sommes d'abord des Nord-Africains et pas forcément arabes, mais c'est une autre question. Je constate qu'il y a maintenant de plus en plus... j'ai lu ça dans les galeries institutions muséales françaises. Les mouvements MeToo et Black Lives Matter, ils sont pour beaucoup. Dans les expositions collectives, on fait attention maintenant pour qu'il y ait plus de diversité des récits. Tous ces progrès d'émancipation de nos luttes féministes, antiracistes et décoloniales, nous les devons à des militantes qui se sont sacrifiées aux dépens de leur carrière pour l'évolution et la transformation de nos sociétés. J'ai le temps de lire aussi Marie ? Non, j'ai pas le temps. On le lira dans le livre. Voilà. Juste pour montrer un changement, c'est que, puisque tu parlais de Pascal Obolo, j'ai eu la chance avec Pascal, ici, à la MEP, en fin mai. Yuko a participé intensément à ce moment. On a pu, lors de l'exposition de Zanele Muholi, donc photographe noire, sud-africaine, lesbienne, non-binaire, activiste, voilà, qui a une longue liste. On a pu activer d'ici au dernier étage la MEP avec des collectifs, avec des artistes. Et voilà, je le prends vraiment comme c'est la suite. Enfin, c'est cette espèce de maillage que l'on fait. Avec Pascal, on a souvent des projets ensemble parce que on ne peut pas chacune porter tout, et on fait des maillages comme avec toi, Yuko, dans les institutions. Et ce qui s'est passé ici à la MEP était exceptionnel. Ça n'avait jamais eu lieu dans une institution. C'était génial, dur, mais succès. Génial. Ah oui, c'était un gros succès, oui. Ouais. Donc, voilà. Ça veut dire que ça bouge, ça veut dire qu'on bouge. Ça veut dire que ça bouge, c'est vrai. On va vous laisser la parole. Si vous avez quelques questions, moi je voudrais, juste tant que tout le monde est là, je voudrais remercier Eric XVI des éditions locaux qui me fait confiance quand même depuis 3 ans, enfin 4 ans depuis le temps qu'on a commencé nos échanges, et qui quand même a ouvert une collection d'histoires de photographes, et ces 2 livres ne parlent que de femmes. Voilà. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro. C'est toujours difficile la première. Ah, là-haut. Bonjour, du coup, je sais pas si on m'entende bien. Moi, je voulais poser comme question, étant moi-même du coup dans le milieu de l'art, donc je suis en direction artistique et j'ai fait une licence art plastique. Et dans le but d'un projet, je vais pencher sur du coup l'inclusion des femmes artistes issues de minorités dans le monde de l'art plastique et visuel. Comment vous avez pu accéder ainsi à autant de personnes, autant de femmes, pour ensuite avoir leur récit ? Est-ce que c'était quelque chose d'un peu compliqué du coup de rassembler autant de personnes pour parler de ce sujet ? Parce que c'est vrai que c'est un peu tabou, surtout en tant que femme, on a du mal à pouvoir en parler entre nous. Est-ce que c'était quelque chose de compliqué ? Et si oui, comment vous avez pu ainsi accéder à autant de personnes ? Alors, là, c'est ce que Marie évoquait un petit peu à un moment. Moi, je me suis appuyée sur le réseau qui a été créé et avec lequel Marie a travaillé. Mais c'est vrai que sur la question des minorités, c'est sûr qu'on avait moins de noms, que sur les artistes français, francophones, européens, etc. Mais Marie, elle, a quand même un réseau assez marqué. Moi, je connais Lynn maintenant par ailleurs, quoi. Mais oui, c'est pas simple. Ouais. Tu peux parler de la lettre, je pense que ce réseau aussi, c'est la lettre... pour Arles, la lettre...
Oui, quand on a fait en 2018 ce qui a créé d'ailleurs le collectif La Part des Femmes, quand on a fait paraître une lettre dans Libération, signée par plus de 500 personnes françaises et internationales du monde de la photo pour dire qu'il fallait que Arles ouvre quand même ses CIMES, ses salles d'exposition aux femmes et aux personnes racisées, ça a fait un appel d'air énorme. Hein. On a eu un réseau rapidement très fort de gens qui nous ont écrit, qui nous ont... Voilà, alors après, des gens qui nous félicitent, qui sont contents, qui signent, c'est une chose. Après, travailler au quotidien, c'est compliqué. Oui, de fait, c'est compliqué, ouais. Mais on arrive quand même à faire des réseaux, des alliances qui sont fortes, mais ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Je pensais au réseau Contemporain, qui est très très bien. Oui, il y a le réseau Contemporain, voilà, c'est ça. Contemporain, c'est un réseau justement dans les arts plastiques, ouais. Mais c'est vrai que ça demande du temps, c'est très chronophage, mais on ne peut pas en faire l'économie non plus. Hein. Si on veut que ça bouge, il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Merci à vous. De rien. Bonjour, alors je vais poser une question assez naïve, parce que je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Je me demandais si cet engagement que vous avez et la notion de maillage que vous avez évoqué vous pousse, outre du coup le fait de vouloir être plus exposé et qu'il y ait plus de femmes qui le soient, que les sujets qui sont traités en fait soient aussi d'autant plus sur les femmes, des femmes racisées qui plus est, parce que c'est vrai que moi quand je vais voir une exposition photo, souvent je me pose pas ces questions, et souvent je rentre par hasard dans une expo, et ce que je vois après tout c'est aussi ce qu'on montre. Donc est-ce qu'il y a, même si ça doit guider déjà vos projets, est-ce qu'il y a un surplus là-dedans? Voilà. Je sais pas si j'ai été très clair dans ma question. Tu veux dire dans les sujets? En fait, dans les sujets que vous traitez, est-ce que c'est seulement sur les femmes qui vont être exposées, ou vous vous dites, en fait, on va essayer de s'intéresser à montrer encore plus de femmes racisées, etc. Je pense au maillage, en fait. Montrer des professions, j'en sais rien, en fait, j'imagine que vous avez des sujets très divers, mais à la fin, ce qu'on voit souvent dans une expo, c'est aussi les photos qui sont exposées. Je crois que je ne suis pas très clair. Le sujet en lui-même. Ouais, voilà. Alors, je vais essayer de décoder. C'est mon pote Bruno. Oui, parce que nous, on est en plein dans la photo. Je suis pas le Bruno connu et tout, moi je suis un autre Bruno. Oui, non, mais je vois bien. C'est parce que là, on a l'impression de parler entre nous, puis en fait, non. C'est très bien. Oui, alors nous, on ne dirige pas d'institution, déjà. Voilà, ça c'est clair. Mais je pense que ça soulève une question qui est intéressante. C'est que les femmes soient plus visibles, que les personnes racisées soient plus visibles, c'est un premier pas. Parce que effectivement, on va travailler sur des sujets qu'on connaît et qui ne sont jamais montrés. J'en profite pour faire ma petite promotion. J'ai été lauréate de la Grande Commande dont je vous parlais. Il se trouve que j'ai travaillé sur les représentations lesbiennes, puisque il y a 10 ans, c'était quand même un gros problème. Qui mieux qu'une photographe lesbienne pour travailler sur ces sujets? Voilà. Donc, j'ai fait ce livre. Voilà. Mais, donc, de fait, oui, on va travailler sur des problématiques. Toi, tu travailles t'as travaillé la Grande Commande sur un sujet génial. Je te laisse en parler juste après. Donc, oui, bien sûr. Et en même temps, il y a un piège qu'il faut dire, c'est qu'il ne suffit pas d'être femme. Il ne suffit pas d'avoir des racines en Algérie pour avoir travaillé, pensé les questions de représentation. On le voit, par exemple, on a fait bouger des choses là dans la photographie, notamment de presse, dans Libération. Il y a plus de femmes qui travaillent. Certaines d'entre elles ont tendance à avoir ce qu'on appelle un male gaze, c'est-à-dire un regard très masculin qui érotise, voilà. Bon, on en parlera bientôt parce que je vais sortir une étude dessus. Donc, il ne suffit pas en fait d'être, il faut penser ces questions. Il y a des hommes qui les pensent aussi. Donc, l'idée c'est de desserrer les taux qui nous maintenaient au bord de ce marché, au bord de ce métier. Donc ça, les taux, il est desserré. Maintenant, il faut un travail profond sur les représentations.
Et ça, bien entendu que... Je le vois, ce livre n'aurait jamais pu être fait par un homme, ni même par une femme hétéro, parce qu'on va se parler d'une histoire que nous connaissons. Et puis que c'est mon sujet, que je baigne dedans, etc. Mais il y a plein de gens qui ne baignent pas dedans. Enfin, il y a des photographes lesbiennes qui font des photos qui se vendent aux hommes. C'est ça. Après, cette phase-là, c'est de penser les représentations. C'est que quand vous rentrez dans une expo, c'est toujours se dire, quelle est cette institution? Qu'est-ce que cette institution me propose comme photographie? Quel est l'artiste qui est présenté? Qui est cet artiste? Et ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on pousse aussi beaucoup les institutions à donner du contenu. Parce que c'est un travail qui est important et on ne peut pas le faire tout le temps. Donc il faut que les institutions, quand on arrive dans une exposition, on ait un contenu qui mette du sens, en fait, qui fasse ce travail que vous ne pouvez pas tous faire, en fait. Moi non plus, d'ailleurs, en fait. Mais, et c'est important. On le voit, par exemple, on dit oui, mais alors, on va empêcher de voir Picasso, gna 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 gna. Pas du tout. On peut voir Picasso, mais c'est bien si le musée nous donne un contexte, mette en rapport avec d'autres œuvres. L'idée, là, maintenant, c'est vraiment de penser les représentations. C'est vraiment de réfléchir collectivement à ce qu'on veut, en fait. Et en tout cas... Je ne peux parler que pour les femmes. Je pense qu'on en a assez d'être mal représentées. Je peux parler aussi pour les lesbiennes. On en a assez d'être mal représentées. Il faut qu'on s'empare de ça. Et ça peut se faire sans douleur. Hein. Le neutre. Non, ça va se faire... Ça va se faire sans douleur, cette histoire. Mais c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est comment on est représenté. La photographie, le cinéma, c'est ça, ça nous représente. Vous pouvez demain, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais vous pouvez vous retrouver demain à la DER de Libé. Ça peut arriver. Vous faites un truc dingue, hop, vous êtes à la une de Libé. Comment vous allez être représenté? Qui va vous représenter? Et si vous ne savez pas, vous allez arriver un peu gauche, en train de vous dire, bah, c'est un photographe, il sait faire, et puis vous vous retrouvez couché par terre. Là, il faut penser à ça pour soi-même aussi. Et je plaisante pas. Hein. De toute façon, Yuko, elle le sait, on va revenir pour l'autre étude sur le portrait de presse. Mais c'est hyper important. Je ne sais pas si on a répondu. Si. Franchement, c'était beaucoup plus clair que ma question. Oui. C'était un peu, je me suis dit, question, personne, j'y vais et tout. Ouais, et là, c'était vachement intéressant. Mais t'as raison. C'est en posant des questions qu'on avance, hein, c'est sûr. Beaucoup. Bonjour, moi je viens à la base de la musique et je suis aussi en médiation culturelle et j'ai assisté à pas mal de tables rondes justement sur ce sujet aussi au niveau de la musique. Et ma question est si vous savez si dans la musique il y a des tables rondes, il y a des choses qui se font dans plein d'art et s'il y a quelque chose qui se crée pour toutes les femmes artistes en fait, peu importe, dans la culture en général d'ailleurs. Voilà. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est la feuille de route égalité, c'est le collectif HF. Marie Bouscato vient de la musique. Et oui, elle a écrit sur le jazz premier vocal. Livre sur justement la question de la place des femmes dans le milieu de la musique. Vous n'êtes pas gâtés d'ailleurs dans la musique. Et il y a aussi également le rapport de la sénatrice aussi, je crois, Gontier-Morin, qui aborde aussi les questions de la musique. Mais Agnès Salle, donc la haute fonctionnaire qui est au ministère de la Culture et qui est en charge de la feuille de route égalité, travaille sur toutes les strates du milieu du ministère de la Culture. Il se trouve que le département de la photographie est un peu pilote et a toujours été mis un peu en avant pour justement innover et lancer des nouveaux projets. Mais à terme, c'est tous les champs du ministère de la Culture qui vont passer par ces mêmes dispositifs. Oui, si je peux me permettre, parce que par ailleurs, tu es aussi d'ailleurs dans un syndicat d'artistes-auteurs qui s'appelle le CAAP, qui est très important.
et qui a une politique justement de ne pas faire la distinction entre artistes, peu importe qu'on soit... Bon, artiste-auteur, du coup, peut-être pas les musiciens, parce que vous avez la chance du statut intermittent, mais tous les... Voilà, qu'on soit plasticien, photographe... Et c'est vrai que d'autres syndicats qu'on ne citera pas, je pense que ça, c'est le truc très à la française, on aime bien sectoriser, disent, nous, les photographes, c'est très particulier, c'est très différent, mais sauf que plus on divise, et moins ça aide. Donc, je pense que c'est des choses qui jouent là-dessus. Mais il y a 3 semaines, j'étais justement à une réunion au ministère. On était, je pense, une trentaine de femmes de milieux très, très différents à travailler dans un laboratoire, justement, pour continuer à faire avancer ces sujets. Ouais. Donc, oui, c'est très actif. Hein. En sachant, comme tu l'as bien dit, c'est que les arts plastiques ne sont pas les arts du spectacle. C'est que nous, quand on a une jambe cassée ou qu'on ne travaille pas, on n'a pas de revenus. Les assurances privées, mais c'est autre chose. Merci beaucoup. Vous évoquiez tout à l'heure, je n'ai pas besoin de micro. Si, parce que ça enregistre, c'est bien après. Pour ceux qui sont derrière aussi. Alors, moi, je suis documentaliste audiovisuel et on dit aussi iconographe, mais je fais surtout de la recherche vidéo. Et je navigue donc dans des milieux, et je voulais savoir s'il y a toujours des bâtons dans les roues qui viennent de la part des femmes dans vos milieux photos. Voilà, ouais, mais vraiment. Oui, parce vraiment. Parce que les iconos, par exemple, pour les documentalistes audiovisuels, donc que images d'archives vidéo, on est 75 en France. C'est pas des masses, et il doit y avoir un quart de mecs. Mais il n'y a pas de solidarité de femmes. Les femmes qui sont chargées de programmes et qui sont souvent odieuses dans les grandes chaînes télé françaises sont des femmes. Il y a beaucoup de productrices femmes. Les discours les plus anti-Adèle Haenel que j'ai entendus étaient de la part de femmes. Oui. Est-ce qu'il y a ça aussi, vous, dans les institutions ? Je ne parle pas des photographes sur le terrain. Et j'évoquais aussi avec mon amie, qui est photographe, Aurore Vino, elle évoquait le côté de la classe sociale. Est-ce que vous l'avez vu aussi ? Parce que c'est quand même un sport un peu bourgeois, ça coûte très cher la photo. Alors... le côté économique, parce que, en tout cas par rapport au photojournalisme et par rapport à la presse écrite, c'est en tout cas en France souvent des gens qui font partie d'un certain milieu, qui ont le temps de faire un certain nombre d'années de stage, d'acquérir énormément de matériel. Et je disais que c'était une contrainte qui était très importante pour faire accéder à ce métier de manière professionnelle. Et que ça, c'est encore quelque chose qui existe et qui est quand même un marqueur initial qui va vachement diviser et empêcher d'accéder à ce métier. Oui. Et le terme minorité, pour le coup, pour moi, ne se voit pas... se voit aussi au niveau de la classe sociale. C'est-à-dire que... Effectivement, il y a eu un essai au niveau de Courtrage, mais je crois qu'elle faisait partie de la part des femmes au début. Il y a Hélène Jaillet qui avait donné des cours photos sur 1 an. Non, elle n'a pas fait partie de la part des femmes, mais elle en a bien bavé, oui. Ouais. Parce qu'elle est montée sur scène avec nous. Voilà, c'est ça. Ouais. Et maintenant, d'ailleurs, elle est dans les arts plastiques. Voilà, et ça va mieux pour elle. Et d'ailleurs, alors je voulais vous demander, alors ça va être un peu... c'est un peu le... l'éléphant, le serpent, je ne sais plus comment il dit l'autre là. Mais justement, ce que soulève Pascal Obolo et ce que je ressens moi dans les photos que je vois, notamment sur des plateformes type Instagram, etc., c'est que actuellement, oui, les galeries, et ça le fait au niveau de la galerie art contemporain, ils ont leur queer de service, leur Renoir de service, leur Ropeux de service, ils sont tous très très contents. Mais il y en a un. Et, par exemple, là, c'est le cas d'Omar Victor Diop qui va faire Anonymous Project, tout ça. Enfin voilà. Mais est-ce que ça évolue ? Enfin moi, voilà, il y a le côté de bâton dans les roues entre femmes en fait, dans les institutions même. C'est parce que moi, au niveau documentaire, c'est atroce. Mais ça, c'est un effet du patriarcat, de tout système de domination. C'est mécanique, c'est-à-dire que les dominés vont se contrôler entre eux. C'est affreux. Et d'ailleurs, on le voit qu'en mettant des femmes à la tête d'institutions culturelles, et il en faut, certaines se retrouvent dans des positions très difficiles et du coup se retrouvent à prendre des positions très dominantes, pire que si ça avait été le pire des mecs. Et après, on nous dit, voilà, hein, vous avez voulu des femmes, et voilà où on en est maintenant. Donc ça va, c'est des questions très complexes. Hein. On peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. C'est un effet du patriarcat, et ça prendra du temps.
Pareil pour la solidarité. Alors moi, je connais pas bien les iconos audio-vidéo, mais je connais bien pour la presse. Je vois bien comment ça fonctionne. C'est un métier extrêmement précarisé et qui baigne dans un milieu masculin, dans une culture masculine depuis toujours. Et donc, il y a des vieux réflexes. Enfin, je vois, c'est affreux. Hein. Enfin, je ne sais pas qui a envie d'être icono maintenant. Pourtant, c'est un métier génial. Mais oui, enfin, il faut que les iconos montent de niveau et ouvrent leur... Enfin, le boulot qu'on va sortir, là, est génial pour les iconos. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solidarité. Non, c'est compliqué. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans des endroits précarisés. Moi, je ne connais pas beaucoup d'iconos qui gagnent bien sa vie. Hein. Ça paye à peine un loyer. Et les photographes, c'est pareil. Et donc, à partir du moment où c'est précarisé, la solidarité n'est pas là. Et puis, oui, enfin, il va falloir laisser du temps, en fait. Déjà gérer des endroits culturels, les gens ne sont jamais vraiment formés à ça. Alors, financièrement, peut-être, etc., mais en gestion humaine, assez peu. Et des fois, on balance des femmes au milieu de ça enfin, c'est très compliqué. Il va falloir de la patience et du temps pour que ça change. C'est compliqué, en fait. C'est pas glorieux non plus, mais c'est comme ça. Ouais. Je propose qu'on poursuive à la... Merci beaucoup. Merci.